Jean-Michel Fauvergue, bonjour. Bonjour, monsieur Barbier. Vous êtes député de Seine-et-Marne pour la majorité présidentielle et le grand public vous connaît aussi comme policier, ancien patron du RAID. Un mot de la foule impressionnante qui a manifesté hier au Trocadéro à Paris et dans d'autres villes de France pour protester contre l'absence de procès dans le drame de Sarah Halimi. Les Français ne comprennent pas pourquoi se droguer, acte volontaire, empêche après d'avoir un procès, parce qu'on aurait un discernement aboli. Écoutez, monsieur Barbier, moi je vais être tout à fait franc avec vous. D'abord, effectivement, il y avait une foule importante, impressionnante, une manifestation réussie, dans le calme. Disons-le de suite, ce qui est en fait une belle manifestation, c'est une manifestation traditionnelle qui portait des valeurs et vous expliquez pourquoi le procès n'aura pas lieu. J'ai du mal, enfin tout le monde le sait, de manière légale, c'est parce que la possibilité de choix de l'assassin a été altérée. Le discernement aboli. Le discernement aboli par l'usage de produits stupéfiants. C'est vrai que c'est une interprétation du discernement aboli qui est très large. Donc on a du mal, moi j'ai du mal à l'expliquer aussi, donc pour être tout à fait honnête. Et je suis ravi que le garde des Sceaux se soit emparé de cette affaire-là. Nous étions quelques-uns, pour tout vous dire, assez nombreux à être d'accord avec ça, de s'emparer de ce problème-là pour légiférer là-dessus. Quand vous étiez policier, vous rencontriez souvent des délinquants, des criminels, des terroristes qui s'étaient mis dans un état de dépendance de la drogue telle qu'ils ne se contrôlaient plus ? Oui, je suis tombé sur beaucoup de personnes, en particulier au RAID, sur beaucoup de forcenés qui étaient dans des états d'excitation particuliers dus à des produits stupéfiants. Pour autant, c'est la première fois que j'entends parler d'une abolition du discernement par une prise volontaire de ces produits stupéfiants. C'est-à-dire on applique tellement les textes à la lettre qu'on oublie l'esprit de la justice. Moi, je pense qu'on a un problème d'esprit de justice, sans doute, mais on a un problème d'humanité de la justice. La justice, pas tout le temps, hein, mais dans certains cas, la justice, elle doit être là, certes, pour appliquer les textes. Bien sûr qu'il faut appliquer les textes. Et c'est pas le législateur que je suis qui va vous dire le contraire, mais elle est là aussi pour individualiser la peine. C'est quasiment un principe constitutionnel. Et individualiser la peine, ça veut dire voir comment les choses se sont passées, à quel moment. Et à un certain moment, il faut le voir aussi du côté des victimes et pas uniquement du côté des auteurs, et essayer de gérer cette justice de la manière la plus humaniste qu'il soit. C'est-à-dire ne pas créer de l'injustice sur le fait par une décision de justice qui serait au-delà de ce que l'on peut comprendre ou de ressentir. Venons-en maintenant à l'attentat islamiste de Rambouillet. En quoi le profil du terroriste doit-il nous inquiéter ? Vous savez, dans cette affaire d'attentat de Rambouillet, on tombe sur un profil qui, finalement, est un profil qu'on a déjà retrouvé dans d'autres attentats. Quelqu'un de plutôt solitaire, qui a des problèmes psychologiques, semble-t-il, de dépression, etc. Mais ça existe déjà depuis pas mal de temps. On est le terrorisme rejoint souvent la folie, et la folie rejoint souvent le terrorisme. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. En fait, en réalité, ceux qui profitent de ces situations-là, ceux qui sont en amont de l'acte terroriste, profitent des faiblesses des uns et des autres. Ils manipulent l'esprit faible. Oui, et les faiblesses psychologiques, ce sont des victimes en puissance de ceux qui sont en amont et qui travaillent sur le terrorisme. Comment, dans une lutte antiterroriste, dans un travail de policier, on peut détecter et empêcher le passage à l'acte ? C'est quasiment impossible avec de tels profils. Alors, sur un profil de ce type-là, avec la manière de faire de ces types-là, c'est difficile, effectivement, en amont de voir qu'il va y avoir passage à l'acte, parce que la radicalisation se fait assez rapidement. Le passage à l'acte aussi, il suffit de rajouter là-dessus quelques problèmes psychologiques, et les choses peuvent se passer très vite. Et les services de renseignement, du fait que l'auteur de ces faits-là ne va pas communiquer, puisqu'il agit quasiment seul, sont en difficulté de trouver des faits précis. Alors, d'où l'intérêt
dans une loi qui va arriver assez rapidement et qui était prévue dans la loi sur le renseignement, d'où l'intérêt de permettre aux services de renseignement certains algorithmes qui vont permettre de fixer sur des recherches que ferait l'individu sur son ordinateur, fixer un peu ses... C'est-à-dire qu'on repérera mieux et plus vite celui qui va aller consulter certains sites, répercuter certaines vidéos, ça ira mieux, plus vite. Normalement, ça ira mieux et plus vite, et ces algorithmes-là sont faits pour ça. Ils étaient à l'état expérimental jusqu'à présent. L'idée, c'est de les généraliser sur les services de renseignement, les services spécialisés, de manière à ce qu'on puisse détecter. Alors, on n'aura pas, enfin, toutes les mailles du filet ne seront pas refermées. Il y aura toujours, il faut le savoir, on est dans la dialectique du bouclier et du glaive. Nous, on est notre société française est en état de défense par rapport à ces gens-là. Ceux qui nous attaquent ont toujours un temps d'avance parce que eux savent ce qu'ils vont faire et nous, on ne sait pas ce qu'ils vont faire eux. Il s'agit aussi par la loi d'améliorer le suivi des terroristes sortis de prison. Oui. Est-ce qu'on va réussir, simplement en donnant 2 ans de plus de surveillance, à empêcher des récidives ? Alors vous savez qu'il y a eu une proposition de loi qui a été portée par la présidente de la commission des lois. On était tous derrière elle. Il y a Braun-Pivet, oui, et qui a été censurée. Et qui a été censurée par le Conseil constitutionnel. Au nom du fait que quand on a purgé sa peine, on est un citoyen comme les autres, ça s'entend. Oui, bien sûr, ça s'entend. La problématique, c'est qu'on est sur des situations en matière de terrorisme qui sont des situations exceptionnelles, et que j'en reviens au principe que je vous disais, à un certain moment, il faut peut-être introduire un peu plus de logique, un peu plus d'humanisme ou d'humanité du côté des victimes, et essayer de faire en sorte de ne pas se trouver en situation de faiblesse. Et là-dessus, on a besoin de tout le monde, y compris de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la jurisprudence du Conseil d'État, qui souvent d'ailleurs sont pas des jurisprudences qui vont dans le même sens. Il y a une sorte de bataille des grandes instances judiciaires pour s'arroger le droit de dire le droit. Vous savez, en France, on a pas moins de 5 chambres suprêmes, cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour européenne de justice, la Cour de cassation, etc. Et effectivement, à un certain moment, les jurisprudences ne sont pas tout à fait coordonnées. En quoi votre loi de sécurité globale, je dis votre parce que vous l'avez portée, va-t-elle aider à protéger les forces de l'ordre contre les attaques terroristes et à protéger toute la société avec des forces de l'ordre mieux armées ? Oui, c'est une loi que j'ai portée avec Alice Toureau, députée de la Drôme. Et en quoi va-t-elle faire ça ? Je vois deux vecteurs importants. Le premier vecteur, c'est d'abord la protection de ceux qui nous protègent. L'article 24 qui est passé et qui a été amélioré. Et l'article 23 qui est un article qui permet d'enlever les réductions de peine automatiques pour jusqu'à 2 mois. Nous, à l'Assemblée nationale, nous avions voté 3 mois. Les députés, les sénateurs, en particulier LR, ont réduit à 2 mois. Je ne sais pas pourquoi, c'est dommage. Jusqu'à 2 mois, donc, de réduction de peine en moins pour ceux qui s'attaquent sur 1 an de prison, pour ceux qui s'attaquent aux policiers et aux gendarmes. Ça, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose en quoi ça va être important aussi, c'est le fait de pouvoir travailler aussi maintenant mieux avec les polices municipales et donner des pouvoirs en termes d'expérimentation pour l'instant, pendant 5 ans, aux polices municipales qui seront plus présentes sur le terrain et qui auront des pouvoirs nouveaux. L'avenir, c'est ça, c'est des polices municipales partout, armées le plus souvent, avec des caméras, avec des pouvoirs nouveaux. C'est municipaliser la sécurité. Non, l'avenir, ça n'est pas ça, permettez-moi de vous le dire. L'avenir, c'est une collaboration totale avec à la fois les services de policiers, les services régaliens, police et gendarmerie, qu'il faut continuer à recruter, à améliorer leurs moyens, etc. Mais une collaboration totale avec les services aussi de police municipale, pour lesquels on va donner plus de pouvoir, mais aussi travailler en collaboration et en étroite coordination aussi avec les services privés de sécurité dans leur domaine de compétences et sur leur domaine géographique de compétences, avec des services de sécurité mieux formés. Vous comprenez que quand vous rentrez dans un centre commercial où vous êtes protégé par des services privés de sécurité, ceux-ci doivent pouvoir collaborer
échanger des informations avec la police municipale, avec la police nationale, avec la gendarmerie nationale. Alors, on a vu des photos de policiers exposées. On a découvert dans une cave à Épinay 9 photos personnelles de policiers. Donc, on sent qu'ils sont ciblés. Votre loi, l'article 24, empêche ça, le rend interdit, délictuel? C'est tout l'intérêt de cet article 24. Dès le départ, il empêchait ça. Il était rédigé dans ce sens-là. Il a été mal interprété ou interprété de manière malveillante par certains groupes de pression, sans doute. Mais au départ, c'était exactement ça. Et il a été rédigé aussi, au final, avec l'aide des sénateurs et des députés pour effectivement protéger les policiers. C'est un courant montant maintenant dans la société délinquante, c'est cibler Monsieur Dupont, Monsieur Durand, Madame Martin ad hominem. Oui, bien évidemment, on le voit, non seulement pour les policiers, mais aussi pour les hommes et les femmes politiques, mais on le voit et on le verra, et je suis désolé de vous le dire, mais sans doute pour tous les gens qui ont une quelconque célébrité ou qui sont porteurs de voix, et pour les journalistes en particulier, malheureusement. Grâce à votre loi, un policier, si je ne me trompe pas, pourra garder son arme quand il va le week-end avec ses enfants au cinéma. Est-ce que c'est un vrai plus de sécurité? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'incident? Alors, monsieur Barbier, en fait, depuis 2015, les policiers et les gendarmes pouvaient, et pas les policiers municipaux, je précise, policiers et gendarmes pouvaient garder leurs armes sur la voie publique pour des mesures de sécurité et des mesures qui leur permettent d'intervenir s'ils voient quelque chose d'important. Par contre, ils ne pouvaient pas rentrer dans les établissements recevant le public, ce qui était un problème, parce que si votre policier ou votre gendarme ne peut pas rentrer armé dans un établissement recevant le public, comme ça s'est passé au Bataclan, il y avait 3 policiers au Bataclan, à minima, eh bien, il ne pourra pas réagir si jamais il y a une attaque. Or, nous avons, demandé à ce que c'est maintenant inscrit dans la loi, l'article 25, à ce que ces policiers et ces gendarmes puissent garder leurs armes quand ils vont dans un établissement recevant du public. Ça leur permettra éventuellement de réagir. S'ils le peuvent, j'ajoute que les policiers et gendarmes, ce sont des gens qui sont entraînés, qui savent comment intervenir. On a pris toutes les précautions d'usage. C'est pas monsieur tout le monde ou monsieur n'importe qui rentrera avec une arme. Quelle est votre conviction dans l'affaire de Viry-Châtillon, donc des policiers attaqués, et puis finalement les condamnations sont légères? C'est l'enquête qui est ratée, c'est la justice qui est laxiste, c'est l'omerta des quartiers qui fait qu'on n'a trouvé personne? C'est sans doute un peu tout. Moi, je n'ai pas eu accès à cette enquête-là. Je l'ai suivie comme vous. C'est sans doute un peu tout. La difficulté de travailler dans des quartiers de ce type-là, la difficulté d'avoir des témoignages viables, ça c'est un vrai problème. Mais on est sans doute dans une conjonction de l'ensemble de ces choses-là qui fait que on a cette décision de justice qui est plus clémente en appel qu'elle ne l'était en première instance. Et ça, c'est ça pour ceux qui nous défendent, police et gendarmerie, policiers municipaux, c'est un véritable problème actuel. Jean-Michel Fauvergue, merci, bonne journée. Merci, monsieur Barbier.